Aujourd'hui, je parle du film français le plus ambitieux du début des années 2000. Son réalisateur, Christophe Gans, était selon moi celui qui aurait pu élever le cinéma français au même rang que les blockbusters américains. C'est mon avis, c'est subjectif, mais je ne suis pas le seul à le penser. Avec une formation de monteur à la base, il a réalisé de grands films comme Crying Freeman, Silent Hill et celui qui est l'objet de cette vidéo aujourd'hui, Le Pacte des loups. Originaire d'Antibes, Christophe Gans est avant tout un grand passionné de cinéma. Très jeune, il avait déjà créé un magazine à petite échelle, mais à la sortie de ses études supérieures de cinéma à Paris, il crée avec deux amis un magazine qui aura un plus grand public, Starfix. Il anime en parallèle une émission sur Canal+, Rapido, créée par Antoine Decaune. En 1997, il fait découvrir le cinéma de Hong Kong au public francophone en créant la collection HK Magazine. Accompagnée de VHS, cette revue lance la mode du cinéma asiatique en France et ce sera un grand succès. Sa carrière dans le cinéma commence en 1993 en tournant la première partie d'un film appelé Necronomicon, en toute clandestinité aux USA, c'est-à-dire sans aucun permis de travail. Son talent est immédiatement remarqué par le producteur Samuel Hadida, avec qui il réalisera son tout premier long métrage, Crying Freeman. Tiré d'un très célèbre manga, ce film sera un succès critiqué, mais déjà le style aux multiples influences et références de Christophe Gans est imprimé au fer rouge. Suite à ce succès, Christophe se lance dans des projets très ambitieux, comme un préquel à 20 000 lieues sous les mers, Nemo. Aucun studio ne croira au projet et il est abandonné alors même que les préparations étaient en cours. Ce n'est qu'un exemple des nombreux projets très ambitieux de Gans auxquels personne ne croira. Une grosse erreur selon moi, comme en atteste le sujet de cette vidéo avec son prochain film, Le Pacte des loups. Le scénario, inspiré d'une histoire vraie du XVIIIe siècle survenue au Gévaudan, en Lozère, va inspirer Christophe qui va apporter son style et sa culture cinématographique à l'histoire. Il avait entendu parler de cette histoire en 1960 à la télévision et avait été fasciné de voir qu'un monstre avait pu semer la terreur en terre de France. C'est en 2000 que le tournage du film va commencer après une longue pré-production dans le Gers. Initialement prévu en 15 semaines, ce dernier s'étalera finalement sur 23 semaines. Souhaitant donner un maximum d'ampleur et de réalisme à son film, Christophe ne tourne pratiquement qu'en extérieur et les conditions climatiques, ajoutées à la gestion des différentes équipes de tournage, rendra le film difficile et occasionnera des retards considérables. On parle d'un tournage dans 8 différents départements, plus de 80 décors extérieurs avec un casting d'équipe international. Pour ce projet, Christophe aura une grande liberté, ce qui est extrêmement rare. Le casting du film est composé de jeunes acteurs combinés à des piliers du cinéma français. Samuel Le Bihan, Monica Bellucci, Vincent Cassel, Jérémy Régnier, mais aussi Jean-Yann, Jean-François Stévenin, Edith Scobb, etc. Pour le rôle de l'Iroquois, Gans fera appel à Marc Dacascos, avec qui il avait déjà travaillé sur Crying Freeman. Pour les scènes de combat, il fera appel à Philippe Kwok, un expert du cinéma d'arts martiaux hongkongais. Ne laissant absolument rien au hasard, le réalisateur fait appel à l'auteur de bande dessinée Mathieu Laufray pour les dessins sur le carnet du personnage joué par Samuel Le Bihan. Pour les effets spéciaux, il fera appel à une compagnie anglaise, Jim Henson's Creature Shop, connue pour les marionnettes de 1 rue Sésame ou les Fraggle Rock, entre autres. Et pour la musique, ce sera le compositeur américain Joseph Loduca qui va créer une ambiance baroque et très singulière. La vision de Gans sur ce film aura troublé beaucoup de monde, mêlant les genres aventure, western, film de KPDP en passant par les arts martiaux et l'horreur. À mon humble avis, pour les arts martiaux, je pense que partir sur un style plus silat aurait été plus réaliste et moins décalé, bien qu'en définitif, personne ne sait vraiment ce à quoi pouvait ressembler le style de combat des autochtones dans l'Amérique du XVIIIe siècle. Le film sera un énorme succès en France, mais aussi à l'étranger. Cette histoire prend place en 1764 en Gévaudan. Le chevalier Grégoire de Fronsac, naturaliste au Jardin du Roi, est sollicité pour brosser le portrait de la bête du Gévaudan accompagné de Mani, un Iroquois amené de Nouvelle-France qui est son ami mais aussi son frère de sang. Au cours de sa traque, Fronsac se heurte au conformisme d'une noblesse locale qui semble avoir de troublantes affinités avec le monstre qui massacre les paysans. Un épilogue qui se passe en 1789, à l'aube de la Révolution, nous met en présence du narrateur de cette histoire, le marquis Thomas d'Apcher. On ne le sait pas encore au tout début du film, mais il jouera un rôle au premier plan de cette histoire aux côtés de Fronsac et Mani pour la traque de la bête. Après un accueil au faux-semblant évident, les deux hommes commencent leur enquête, puis participent à une grande battue où des dizaines de loups vont être massacrés sous le regard horrifié de Mani, évidemment animiste et proche de la nature. Fronsac s'éprend presque immédiatement de Marianne, qui n'est pas indifférente au charme de ce dernier.
Mais en digne libertin, il s'éprend également d'une prostituée italienne aussi mystérieuse que belle. Le temps passe et toujours aucune capture de la bête. Seulement des indices évidents qu'il ne s'agit pas d'un loup et qu'une main humaine contrôle la bête. Mani, qui sait interpréter le langage des animaux, comprend qu'un des loups essaie de les aider à trouver et capturer la bête. Devant le piétinement de l'enquête, le roi Louis XV envoie son propre lieutenant de chasse, Antoine de Beauterne, aussi arrogant que manipulateur, qui ordonne à Fronsac de créer une bête convaincante, ce dernier étant naturaliste. Cette manipulation émane du roi lui-même, dont l'autorité et le pouvoir commencent à être mis en doute au sein du royaume. Évidemment, les massacres continuent en Gévaudan dans l'indifférence générale. D'abord écarté de cette affaire, Fronsac repart en chasse, cette fois-ci à la façon de Mani, sous les sollicitations du marquis d'Apcher. Fronsac et Mani acceptent et les trois hommes se préparent. Mani, avec ses capacités chamaniques, sollicite l'aide des loups pour attirer la bête dans une embuscade. Bien que gravement blessée, la bête réussit à s'enfuir, mais Mani parvient à la poursuivre jusque dans sa tanière. Là, il est confronté au secret de la bête. Celle-ci est dressée pour tuer par les marauds au service du maître de la bête, qui tue Mani en lui tirant dans le dos. Choix cruel de tuer un personnage dont le public s'attache forcément dès le début. C'est dans une grande souffrance que Fronsac va vouloir venger son frère de sang, mais en faisant la toilette mortuaire de Mani, il découvre la balle qui l'a tué et comprend de qui elle provient. Sa soif de vengeance est encore plus grande avec cette découverte et tout ce qu'elle sous-entend. Ses adversaires, sentant que Fronsac approche de la vérité et qu'il est dangereux pour leur secret, l'arrêtent et l'emprisonnent. C'est Sylvia qui va l'aider à s'évader et le missionner pour l'aider à en finir avec cette histoire, lui révélant son identité. Elle a en fait été envoyée par le Vatican pour enquêter et neutraliser cette menace envers l'Église et la royauté. Dans un dernier combat où tous les masques tombent, la bête est achevée, les responsables arrêtés et Fronsac tue l'assassin de Mani, qui n'est autre que Jean-François, le frère de Marianne. Une fin en demi-ton car Jean-François, mentalement dérangé, a abusé de Marianne sa sœur, et cette dernière semble se laisser mourir au moment où le film en vient à son prologue, qui fait directement suite à son épilogue avec le marquis en 1789. Ce dernier n'a jamais oublié ses amis et les imagine à bord du bateau qui devait les emmener au Sénégal. À chacun de choisir sa fin donc. Soit cette vision est imaginée par le marquis, pour une fin heureuse, soit Marianne est morte, puisqu'on ne sait pas à ce stade de l'histoire si elle s'est finalement réveillée de son coma. Ce film d'une durée de plus de 2h30 aura marqué les esprits, épique, original, éclectique et très artistique. Chaque aspect du film aura été soigneusement travaillé, Christophe Gans étant un perfectionniste. La carrière du réalisateur aurait dû le mener très loin, mais l'occasion de refaire un film de cette envergure ne se représentera jamais. Il faut rappeler que ce n'était que son second long métrage, ce qui donne une idée assez claire de ce qu'il aurait pu apporter au cinéma français si on avait cru en lui. De nombreux projets seront avortés, comme je l'ai dit plus tôt, la preuve que sacrifier une œuvre artistique au bon vouloir erroné des studios n'est pas dans les valeurs de ce passionné de cinéma. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la préparer. N'oubliez pas de me faire éventuellement vos suggestions de sujets, toujours en rapport bien sûr avec le cinéma. Ça peut être un film, ça peut être un acteur, une actrice, ça peut être un réalisateur, une réalisatrice. Anyway, tout est possible. Salut!